Le portrait de cette édition nous conduit à la rencontre d'une personnalité au parcours atypique. Il aurait pu être champion de football ou encore un excellent amateur de kung-fu. Cette expérience, en tout cas, lui a permis aujourd'hui, dans ses fonctions dans l'administration, d'être un combattant particulier. Avec une carrière au Conseil supérieur de l'État, mais aussi comme responsable à EVECAM au Cameroun, l'un des plus gros employeurs. Il est, après un passage à la présidence de la République, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alain Noël Olivier Mokulu Mvondo Akame est un manager dont l'audace déstabilise certains, mais dont les résultats en tout cas rassurent quant à ses performances. Voici donc une personnalité fortement inspirante. C'est notre invité de la rubrique Success Story. Regardez Success Story avec Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. C'est un passionné de sport, fan inconditionnel de football. Il a également pratiqué le kung-fu et le judo, des disciplines qui ont forgé sa personnalité et fait de lui un leader au parcours exceptionnel. J'ai eu la chance, depuis ma très tendre enfance, aussi loin que remonte mes souvenirs, d'avoir toujours pratiqué du sport. J'aurais pu basculer à l'époque déjà, quand j'étais élève. J'avais été sollicité par le canon de Yaoundé, mais vous comprenez que mes parents à l'époque ne l'acceptaient pas. J'ai beaucoup pratiqué le football, le handball, l'athlétisme. Parfois je fais le Mont Cameroun. Le sport, c'est une école de vie. C'est une école de vie parce que ça vous habitue à l'endurance. Son endurance l'a conduit à la tête de l'une des plus grandes entreprises que compte le pays. Originaire du Sud Cameroun, plus précisément de Song-Melima, Noël Alain Olivier Mokulu Mvondo Akame, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est né le 24 décembre 1960 à Douala. Mon père était inspecteur des douanes, ma mère était infirmière à l'hôpital à Kentini, puis à l'infirmerie du lycée polyvalent de Bonabéry. Des parents sévères à son avis, mais qui lui inculquent de grandes valeurs humaines. Nos parents, les deux, j'ai failli dire malheureusement, mais aussi heureusement, ils étaient très sévères, il faut le dire, très rigoureux. Certes, mon père, par ses fonctions, était appelé très souvent à voyager, à être au bureau, mais ma mère, elle assumait très bien la permanence à la maison, bien que de temps en temps, nous nous permettions un peu de liberté lorsqu'elle était de garde à l'hôpital. Mais c'était des valeurs de travail. On a appris vraiment à travailler, de respect de l'autre, d'honnêteté. Issu d'un foyer polygame, il garde de beaux souvenirs de son enfance, malgré le départ de son frère aîné, décédé il y a quelques années de cela. Mon père était polygame, nous sommes 11. Nous étions 11, il y en a un qui est décédé, celui que je suis. Et nous étions tout le temps ensemble, nous avons fait l'école ensemble jusqu'à l'université. Et ça reste toujours un souvenir douloureux en ce qui me concerne, mais c'est notre sort à tous. C'est à Yaoundé, ici à l'école primaire de Nkolndongo, qu'il a fait ses premiers pas. Travail oblige, il doit suivre son père au gré de ses déplacements. J'ai commencé à Yaoundé, l'école de Nkolndongo, puis à Limbe, puis à Boya, l'école francophone, puis à Douala, l'école principale de Bali, puis à l'école
principal de Bonapriso garçon. Donc mon père était un peu agité au gré des déplacements de nos parents. Je me suis un peu stabilisé, oui, au secondaire. En 1973, il retourne à Douala où il entame le secondaire. Et c'est au collège Saint-Michel situé dans le 3e arrondissement qu'il pose ses valises. À l'époque, le collège Saint-Michel s'arrêtait en classe de 3e. Et lorsqu'on allait au second cycle, on allait soit au collège Sacré-Cœur de Macaque, soit au collège Iberman. J'avais choisi d'aller au collège Sacré-Cœur de Macaque où j'ai donc passé le secondaire, le bac. Il en sort 4 années plus tard, baccalauréat A4, mention assez bien en poche. À sa grande surprise, les mathématiques, matière qui jusque-là avait été sa bête noire, lui sauvent la mise. En général, j'avais de bonnes notes en classe, mais je dois dire que si j'ai pu avoir ma mention au bac, paradoxalement, c'est grâce aux mathématiques. Et j'en tire les leçons dans la vie. Pour vous dire, j'ai passé 2 ans au second cycle, c'est-à-dire j'ai fait mon probatoire en classe de seconde. Je suis passé directement en terminale. Et à la première interrogation que nous avons faite en mathématiques, j'ai eu 0 sur 20 parce que je n'avais pas fait les mathématiques de première. Donc, première interrogation en mathématiques en terminale, j'ai 0 sur 20. Panique générale. Avec quelques camarades, je me mets à travailler. On avait nos amis de C qui étaient très férus en mathématiques et qui me faisaient passer un peu quelques exercices. Je m'y suis mis tant et si bien qu'en fin d'année, j'ai terminé avec 20 sur 20. J'avais la première note, y compris dans le bac. Et la leçon que j'en ai tirée, il faut travailler. Donnez-moi les mathématiques et non les cours d'éthique. Mathématiques et non les cours d'éthique. Après un passage à l'université de Yaoundé, il est admis à l'École nationale de l'administration et de la magistrature en 1983. Lorsque j'ai vu le concours ENAM, je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, voilà, j'ai réussi, je vais aller à l'ENAM. Peut-être que je ferai comme toi, inspecteur des douanes. Il m'a dit, mon fils, tout sauf inspecteur des douanes. Je suis allé rencontrer mon oncle maternel, dont je porte le nom, Mokoulou, qui était aussi inspecteur des douanes. Il m'a répété la même chose. Je ne te conseille pas de faire douane. Bien. J'ai choisi le trésor. Mon père a mis tout son espoir sur moi, Mambara. Ma mère a mis toute sa confiance sur moi, Mambara. Ma famille compte énormément. Diplômé d'une maîtrise en finances publiques, Noël Alain Olivier est major de sa promotion et une fois encore, il obtient de meilleures notes en mathématiques. Je conseille à tout le monde de s'adonner aux mathématiques, en tout cas à tous les élèves. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à travailler, à un moment, il m'avait été donné de faire des recherches sur la manière dont un percepteur avait volé. On m'avait demandé de démontrer un peu comment il avait pu détourner. Personne ne s'était rendu compte au fil des mois, des années même, qu'il détournait. Et à tous les coups, on approvisionnait sa caisse sans que personne ne se rende compte qu'il prélevait. Sa caisse était toujours bonne. Et pendant 24 heures d'affilée sans repos, je me suis assis, j'ai conçu une formule mathématique et j'ai reclassé exactement la manière par laquelle il avait pu progressivement et tous les mois, j'avais détourné, j'avais indiqué les montants même qu'il avait pu prélever. Et ça, c'était grâce aux mathématiques. Inspecteur principal des régies financières, il débute sa carrière administrative au contrôle supérieur de l'État en tant qu'inspecteur d'État. Nous sommes en 1985. J'ai eu la chance d'être remarqué par mes chefs très rapidement. Donc, quasiment 8 mois après mon arrivée
à l'inspection générale d'État. J'ai été nommé contrôleur d'État, donc en 86. Et 2 ans après, j'ai été nommé inspecteur d'État, donc en 88, donc inspecteur d'État et chef de division adjoint. Mon chef de division à l'époque, je la salue, c'est Madame Tang Catherine, qui nous avait très bien encadrés. C'est nous qui recevions et exploitions toute la documentation, aussi bien celle qui nous parvenait des différentes administrations que celle que nous-mêmes nous décelions. Et avec beaucoup de curiosité, je lisais, comme je l'ai dit, un peu de tout. Je faisais des fiches et cela m'a permis plus ou moins d'aller un peu vite. En septembre 1997, il est nommé par décret présidentiel coordonnateur général du contrôle supérieur de l'État. Le jeune promu est alors âgé de 37 ans et son poste, l'équivalent du secrétaire général dans les autres ministères. À l'époque, les gens n'étaient pas préparés à avoir un jeune à une si haute fonction. Et je l'observe d'ailleurs partout, pas seulement en ce qui me concerne, que ça peut créer quelques ruptures avec l'environnement, avec les autres, et ça peut impacter sur la personne, moins sur la productivité, parce que lorsqu'on est dans le travail, on produit, il faut atteindre les résultats. Mais cela appelle en même temps une forme d'éducation, de sensibilisation à l'ensemble, surtout dans la haute administration. L'idée que le jeune, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance dès lors qu'on lui demande et qu'il est capable de produire des résultats. Je crois que c'est surtout cela. Le jeune n'est pas celui qui prend la place des autres, qui va trop vite, mais c'est celui qui peut apporter dans la mesure où ses connaissances et ses capacités morales et intellectuelles l'y déterminent et le lui permettent. Trois ans plus tard, il quitte le contrôle supérieur de l'État pour la direction générale adjointe d'EVA Cameroun, chargée de l'administration et des ressources humaines. EVCAM, c'était 6500 travailleurs, c'était 23 000 hectares avec des règles de fonctionnement de productivité très strictes. Je m'y suis senti très à l'aise. Chaque fois que je venais, parfois un week-end ailleurs, on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans la brousse ?» Et quand les gens n'imaginaient pas le bonheur que j'avais à découvrir un nouvel univers, et dans un élément qui était le mien, c'est-à-dire la productivité, le résultat, la coordination de choses dont l'essentiel était la matière humaine. Et ça, c'est très passionnant. À EVCAM, il travaille au contact des hommes. Une expérience qui l'enrichit en tant que manager, mais forge sa personnalité. Je suis arrivé à EVCAM en 2000, je l'ai dit, à l'époque où l'entreprise connaissait des difficultés énormes. Elle risquait même la faillite. D'abord parce que les prix du caoutchouc avaient baissé drastiquement et la gestion n'était pas celle qui devait l'être. Donc j'étais chargé un peu dans le périmètre de mes attributions, chargé de relever, de remonter le moral, de réglementer, parce qu'il n'y avait aucune réglementation, paradoxalement. Et j'ai beaucoup appris des hommes, des ouvriers, parce que j'allais au contact de tous les jours. Je parcourais les 23 000 hectares quasiment toutes les semaines. J'ai appris à EVCAM, dans une entreprise privée, que le texte pouvait changer tous les jours. Dès lors que les circonstances qui dictent la signature d'un texte ne sont plus les mêmes, dès lors qu'on constate que le texte ne produit pas les effets escomptés, donc qu'on s'est trompé, on change. Et j'avais la capacité à rédiger les textes selon
les circonstances et selon les résultats que nous escomptions. Et chaque fois qu'on adaptait, les résultats étaient là, ça s'améliorait. Et par-delà tout cela, on ne pouvait pas se contenter parce que ça marchait de s'en tenir à ça. Il fallait toujours rechercher la marge d'amélioration possible. Donc tous les jours, quand bien même un dispositif était bon, il fallait rechercher en quoi on pouvait l'améliorer pour avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est une leçon de vie qu'il faut garder et que nous, dans la haute administration, à commencer par les écoles qui forment les hauts fonctionnaires, on devrait se mettre résolument à cette école. On ne peut pas s'affranchir de l'expérimentation, de la recherche de solutions pragmatiques. On ne peut pas, sinon la gestion, le management public devient illusoire. En 2005, Mekoulou Mvondo est appelé à faire valoir ses compétences à la présidence de la République. Il est chargé de mission, chargé des affaires financières. J'ai été un peu sonné, mais positivement, par la réactivité du président de la République quand j'y travaillais. Il était en déplacement, on avait une note, je la faisais même le vendredi. Le lundi matin, on avait la réaction. Où qu'il fût, on avait la réaction. People always tell me lies. They will always turn me down. 6 mois après mon arrivée, parce que j'étais arrivé avec des solutions nouvelles, fort de mon expérience à Évêcan, mais ailleurs, je voyais des problèmes qui n'avaient pas de solution. Et je voulais lui proposer, c'était en tout cas mon intime conviction, qu'il fallait lui proposer ces solutions pour essayer de régler certains problèmes. Et j'y étais encouragé par cette réactivité que j'évoquais. Puis, il y a quelqu'un que je ne citerai pas, un aîné dans la maison, un jour qui m'appelle, il me dit, mais jeune homme, vous faites des notes un peu osées au président de la République. Il faut vous calmer un peu. Le président n'aime pas. Et puis vous proposez des choses qui ne conviennent pas tout à fait aux idées généralement reçues. Alors je lui ai répondu très sereinement. Je lui ai dit, mais si le président de la République voulait que je lui dise exactement ce qu'il pense, il n'aurait pas besoin de moi. Donc s'il m'a appelé, c'est pour que je lui apporte le peu que je sais de par mon expérience, de par mes connaissances, et c'est à lui de l'apprécier. Il n'a pas bien pris, mais moi j'ai continué dans le même sens, et le président de la République m'a toujours encouragé à faire des propositions les plus osées, les plus audacieuses, pourvu qu'elles fusent dans la recherche de solutions. Le 7 avril 2008, alors qu'il est en train de traiter un dossier sur la Caisse nationale de prévoyance sociale, il est informé de son affectation à la tête de la dite structure. Hasard au coup du destin. Très vite, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui auraient pu être soit amplifiées, soit modifiées ou corrigées en fonction de l'impact que cela aurait, de mon point de vue, sur les résultats de l'entreprise. Cela m'a permis donc de bâtir et de partager ma vision de la CNPS. Qu'est-ce que j'entendais par une CNPS telle qu'elle doit être, quels sont les principes fondamentaux de gestion que nous allons partager tant que je serai à la tête de la CNPS, surtout quels sont les résultats auxquels nous pourrions aspirer, qui, pour moi, devaient être très ambitieux. Il a alors une vision claire et nette de son rôle à la tête de cette structure étatique. Mon ambition première était attachée
à la nature même de l'institution. De dire c'est une institution sociale, de sécurité sociale, et qui ne peut être considérée autrement que sécurité sociale. Dès lors, qui dit sécurité sociale dit altérité, dit l'autre. Les autres, les clients, ce qu'on appelait usagers, les partenaires. Et nous ne pouvions pas fonctionner pour nous-mêmes. Nous devions fonctionner pour les autres. Donc, il fallait plus ou moins inverser, non pas que ce n'était pas une préoccupation avant, mais il fallait amplifier cette perception des choses qui n'était pas toujours partagée au sein du personnel. Lumière qui m'anime et me teint. De la pensée à l'acte, le nouveau directeur général procède à sa manière pour une institution plus dynamique et soucieuse du bien-être de ses affiliés. Une technique qui ne plaît pas à tous. J'ai eu très tôt la réputation de coupeur de tête parce que j'avais pensé, j'espère à juste titre, que pour faire évoluer certaines habitudes, il fallait nécessairement couper les têtes. La sensibilisation ne suffit pas, ou ne suffisait pas, ou aurait pris trop de temps sans garantie d'inversion des comportements. Donc, par des exemples de têtes coupées, on a évolué progressivement vers ce nouveau paradigme. L'un de ses chantiers prioritaires, c'est la modernisation de la CNPS et tout commence par le changement du système d'information. Pour rendre le meilleur service possible, c'est-à-dire un service impeccable, un service de qualité, un service immédiat, il faut avoir la capacité à le faire. Et le système d'information que nous utilisions à l'époque ne nous permettait pas d'y arriver. Quelles que furent les modalités d'ajustement, on ne pouvait pas. Donc, j'ai pris une décision managériale qui était de dire nous changeons le système d'information. Sinon, on n'y arrivera pas, on fonctionnera en entropie, on tournera comme des moulinets sans résultat. Il fallait donc, et c'est une expression que j'utilise souvent, ça peut heurter, j'ai décidé de jeter à la poubelle l'ancien système d'information qui ne nous permettait pas d'arriver au résultat. Et la conséquence, puisque j'en ai tiré des leçons, était que il ne fallait pas rechercher un autre système d'information ailleurs. Il fallait nous-mêmes le produire. Parce que ceux qui exploitaient ou nous avaient vendu l'ancien système d'information, nous étions plus ou moins tributaires, y compris de leur disponibilité, qui nous était d'ailleurs très coûteuse, parce qu'il fallait à chaque problème, ils étaient à l'étranger, les faire venir, payer leur transport, leur hébergement, leur per diem. C'était extrêmement coûteux pour un résultat qui n'était pas le plus satisfaisant. Alors, il fait confiance aux jeunes et surtout à la compétence locale pour un résultat optimal à moindre coût. Les développeurs que nous avons pris, les jeunes, se sont montés à la hauteur. Tout de suite, nous avons ensemble et avec les utilisateurs monté une architecture nouvelle, un nouveau système d'information. Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème, ils peuvent intervenir tout de suite sans que cela nous coûte quoi que ce soit. Et je dois dire, je suis heureux toujours leur rappeler que cela ne nous va rien coûter. Parfois, les gens sont hébétés quand on leur parle de milliards qu'on a commencé à économiser dès les premiers mois. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas tombé du ciel, c'est non seulement ce changement de paradigme, mais aussi changement des systèmes d'information. Ces changements des systèmes d'information permettent de réduire les indus, les doublons, les faux paiements et qui nous permet d'aller plus vite, qui nous permet de simplifier la procédure parce que nous avons plus disséminé les modes de paiement à travers le territoire. Donc les gens ne s'agglutinaient plus au même endroit avec tous les risques que ça comportait, de fraude, de pénibilité, même de rançonnement
de ces personnes. Ils restaient chez eux dans leur localité. Ils étaient payés par les banques, par les microfinances, par les centres. Et c'était plus facile. Mais il fallait le monitorer uniquement à travers le nouveau système d'information. Grâce à sa stratégie, le directeur général de la CNPS camerounaise fait connaître les performances de cette structure au-delà de nos frontières. Je suis un insatisfait permanent. Et aujourd'hui, nous sommes, Dieu merci, reconnus en Afrique comme la caisse la plus innovante. Parce que chaque année, nous avons des innovations, non pas pour les innovations, mais pour les résultats, pour l'amélioration de la qualité du service. Et si on doit retenir quelque chose dans ce que nous faisons, c'est cela. Il faut tous les jours améliorer. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Sinon, on bascule dans l'inertie que le président de la République déplorait. Sa force, puiser en ses collaborateurs et faire ressortir le meilleur de chacun. 85% des responsables aujourd'hui occupaient déjà des postes de responsabilité quand je suis arrivé à la CNPS. Donc, on n'a pas fait de chasse aux sorcières, on n'a pas bousculé des gens parce qu'ils occupaient déjà ou étaient dans un mode de fonctionnement, mais on a essayé de faire évoluer leurs pensées. Nous introduisons les jeunes à des postes plus bas, qui dans l'animation quotidienne, mais les responsables, ils sont quasiment les mêmes, mais produisent beaucoup plus de résultats. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Donc parfois, il faut aller de la discussion, la persuasion, parce qu'il faut que vos collaborateurs soient convaincus, que vous-même, vous croyez en ce que vous faites. Et ils ne peuvent en être convaincus que si vous prêchez par l'exemple. Président de l'Amicale des anciens élèves de l'ENAM, promotion en 1985, président du Centre de formation des jeunes footballeurs de Niété, conseiller de l'association culturelle MECA, il a reçu de nombreuses récompenses à l'international grâce au travail bien fait. À l'international, j'ai été désigné ambassadeur de l'AISS pour la sécurité sociale dans le monde. Je suis président d'une commission, la commission de nomination de candidature à l'AISS. Je suis président du groupe de travail de haut niveau sur les réformes de la CIPRES. Nous avons des distinctions, nous en avons depuis que je suis là 23. Et dès lors que ça porte sur le travail, je crois que c'est les meilleures distinctions possibles, parce qu'elles sont la reconnaissance immédiate du travail que vous faites, de la production et des améliorations que vous apportez à votre organisation et à l'ensemble du système dont vous contribuez à la gestion. Nous retrouvons ici le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, M. Alain-Noël Olivier Moukoulou-Vondok, qui est notre invité de la rubrique Success Story, pour compléter avec lui l'entretien portrait que nous avons initialement mené dans son bureau. Monsieur le directeur général, lorsque vous regardez le parcours que vous avez mené, quel est le regard rétrospectif que vous-même vous y portez? Il est toujours difficile de porter quelque appréciation que ce soit sur soi-même ou sur ce qu'on fait, mais j'attends toujours les échos des autres, parce que c'est l'écho qui me revient des trucs qui me permet de savoir si ce que nous faisons est bon ou mauvais. Et pour les retours que vous avez déjà eus, monsieur le directeur général, qu'est-ce que cela vous provoque en vous, j'allais dire, comme réaction? Beaucoup d'émotions parfois lorsque je reçois, c'est de plus en plus en grand nombre, les remerciements, les félicitations
des associations de retraités, des personnes qui, lorsqu'ils avaient été privés de leurs droits, les retrouvent parce que le service est de meilleure qualité. Quelle est la situation actuelle de la CNPS au plan social, au plan de ses ressources et quelles projections vous faites pour l'avenir? On peut être satisfait de noter aujourd'hui que la CNPS est au peloton des têtes des entreprises publiques, privées confondues. Le plan stratégique que nous venons d'épuiser nous a permis de nous hisser à la tête des caisses de sécurité sociale en Afrique. Ça veut dire que nous pouvons nous hisser à la tête des caisses de sécurité sociale dans le monde en termes de qualité de service, en termes de productivité et en termes de résultats financiers. Nous sommes solides, on peut en être fiers, mais nous pouvons encore consolider, améliorer cette solidité. C'est ce à quoi le plan stratégique 2018-2022 nous invite et à laquelle les objectifs auxquels nous attelons depuis janvier. Vous êtes également un dirigeant qui est remarquable, qui impressionne les autres managers. Et qu'est-ce que vous diriez aux autres managers comme astuce, comme attitude pour être de bons gestionnaires? La perception que les autres ont du directeur général d'une entreprise publique, qui est celle de quelqu'un de dispendieux, qui distribue le bonheur, le bien-être, les emplois, l'argent à tout le monde, évidemment, ce n'est pas le cas. Si nous dirigeants restons attachés à cette perception, il est impossible d'avoir des résultats. Parce que si nous voulons jouer le rôle de celui qui distribue l'argent, qui organise les fêtes tous les jours, qui recrute tout le monde, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Il faut d'abord s'en détacher. C'est la première démarche d'un dirigeant d'une entreprise publique au Cameroun. S'en détacher. Mais cela ne signifie pas créer une rupture. Comment on fait pour réussir un tel parcours? Quelle est la recette? Et moi je vous pose la question, quels conseils vous leur donnez aux jeunes Camerounais qui veulent eux également réussir dans leurs différentes positions, quel que soit leur métier? C'est le travail, la discipline dans la vie. Je vous disais que j'ai toujours pratiqué du sport. Je me souviens à un moment, je me réveillais à 5 heures. Je faisais le tour de la ville en footing, en 1h, 1h30. Quand je rentrais, le temps de me sécher, je lisais un document, un livre, un texte, un article. Et quand j'arrivais au travail à 8 heures, j'avais déjà fait du sport, j'avais déjà lu mes dossiers, j'avais déjà fait beaucoup de choses que celui qui se réveillait à 7 heures ou 7 heures n'aurait pas pu faire. J'avais un enseignant à l'université, pour ne pas le nommer, le professeur Wipunwum, qui nous disait, parce qu'on trouvait qu'il était génial. Il disait, ah mes enfants, être génial, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'était notre invité de la rubrique Success Story que nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter. Monsieur le directeur général Alain Noël Olivier Mokoulou-Vondo, merci de nous avoir accueillis ici, je précise, un samedi, preuve que dans votre agenda, il aurait aussi été difficile de prendre quelques heures de travail pour faire cette émission. Tout à fait, je vous remercie beaucoup de votre obligeance à mon endroit et j'espère que l'entretien aura pu permettre d'informer les Camerounais sur un pan de ma vie, peut-être privée, peut-être professionnelle, mais surtout des exigences que l'on doit avoir au Cameroun aujourd'hui pour faire avancer notre pays. Merci Monsieur le directeur général et plein succès encore dans la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Mm-hmm.